Bonjour, je suis Roselyne et vous écoutez Bininga Walk, le podcast sur les questions afroféministes du collectif Moissy, produit par Kizo Studio. Bienvenue. Bininga Walk est un podcast qui se veut être un espace féminin à la fois d'échange et d'apprentissage sur les questions afroféministes. Son nom, Bininga Walk, qui signifie en étone « femme écoutée », illustre le cadre de l'émission, intimiste, militant et affirmatif envers les femmes noires. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bininga Walk. Nous nous intéressons aujourd'hui à la santé mentale des femmes noires face à la misogynie noire. Les femmes noires sont communément victimes d'une image de femme forte, capable de tout supporter, ce qui les déshumanise car leur droit à la fragilité et à la souffrance psychique et physique est nié. Le patriarcat blanc, qui ne reconnaît la féminité que dans l'apparente fragilité des femmes, place ainsi les femmes noires dans une position inférieure à toutes les autres femmes, laissant la porte ouverte à tout type d'abus. C'est pour permettre de mieux saisir et étudier ce phénomène que le mot misogynoire, un terme né de la contraction de misogynie et noir, a été créé par des féministes noires américaines afin de désigner cette forme particulière de misogynie à l'intersection entre la race et le genre. Comment cette déshumanisation constante affecte-t-elle le mental des femmes noires ? La pratique actuelle de la psychanalyse en France est-elle compatible avec les traumatismes créés par la misogynie noire ? Pour en discuter, nous recevons Amélie Kolunda, fondatrice du collectif Perspective, et Akouvi, psychologue clinicienne. Bonjour Amélie, merci de nous rejoindre pour cet épisode sur les conséquences de la misogynie noire pour la santé mentale, sur la santé mentale des femmes noires. Avant toute chose, pourrais-tu s'il te plaît te présenter et présenter le collectif pour nos auditrices auditeurs, s'il te plaît. Tout d'abord, merci à toi et merci à l'équipe de Bininga Walk pour cette opportunité. Je suis Amélie Kolunda, cofondatrice de Perspective, puisque Perspective existe depuis 2017, mais dans la forme qu'il a pris aujourd'hui, c'est-à-dire centrée sur les populations noires. J'en suis l'organisatrice et la personne qui le gère comme un réseau. C'est un collectif que j'ai souhaité fonder dans la prise de conscience des enjeux liés à nos santé mentales et aux différentes formes d'oppression systémique et de discrimination. Alors, Perspective est un collectif auquel des personnes donc, noires, afrodescendantes, peuvent faire appel pour des conseils en orientation psychologique, sociale, qui concernent leurs droits aussi en santé mentale, à titre collectif, individuel, familial, associatif. C'est une grande partie de l'activité du collectif parce qu'on peut être contacté par des centaines de personnes selon les périodes en une semaine ou parfois même en quelques jours selon les activités. Ensuite, ce que Perspective peut proposer, ce sont des temps de formation intracommunautaires ou extracommunautaires, c'est-à-dire à destination d'associations, de structures médicales ou non médicales, de formation pour la mise en place de projets de création d'accès aux soins, c'est-à-dire de la formation de groupes de parole, de permanence psychologique, d'accès droit et santé mentale, également des ateliers d'autodéfense sur différentes thématiques liées à la santé mentale et aux oppressions. Également, parmi les projets qui ont été amorcés cette année et qui, j'espère, seront davantage développés dans quelques semaines ou dans quelques mois, selon ce que vont nous permettre les mesures liées au Covid. Alors, il y a des ateliers, des rencontres sur le thème des violences patriarcales et de l'accompagnement social et psychologique, mais aussi de l'organisation pour des réponses politiques et des formes de justice sociale apportées aux victimes, femmes et enfants. C'est quelque chose qui a été amorcé au mois de mars cette année dans le cadre du mois noir et santé mentale qu'on a initié et qui seront poursuivis, qui se poursuivra, j'espère, en début d'année 2021. Également, la possibilité du soutien psychologique aux victimes de violences policières, aux survivantes, mais aussi aux familles.
dont aux femmes noires qui souvent portent ces luttes-là. Et enfin, un des projets importants, alors qui sera lancé quand le podcast paraîtra, c'est un appel à projet que Perspective a lancé pour la création de groupes de solidarité. Alors, ce ne sont pas des groupes de parole psy, mais des groupes d'entraide entre personnes vivant avec des troubles psychiques, notamment des personnes qui ont connu la psychiatrie ou qui sont à risque de la connaître, ou d'autres personnes concernées par différentes conditions de santé mentale, pour s'apporter du soutien, pour mutualiser des ressources médicales, psychologiques, mais aussi administratives. L'idée là donc c'est de créer des groupes qui soient à destination des femmes noires, d'autres à destination des hommes noirs, et de les multiplier. Donc par exemple des groupes qui seraient à destination des femmes noires, queer et trans, des hommes noirs, queer et trans, trouver des moyens de rendre accessibles ces groupes-là à des personnes, par exemple, qui ont des difficultés auditives, sourdes ou malentendantes, mais vraiment multiplier ces groupes d'entraide de manière, je l'espère, hebdomadaire. Donc ça va demander de trouver des salles qui veulent bien être partenaires. Donc j'en profite pour lancer un appel. Mais c'est vraiment important, et ça a été renforcé, je pense, avec la crise qu'on traverse, où tous les types de violences ont été exacerbés, et l'impact sur la santé mentale, particulièrement dans nos communautés qui sont déjà très touchées par les questions de santé mentale. Donc généralement, quels sont les profils des femmes noires qui font appel au collectif Perspective? C'est difficile de définir un profil, parce que lorsque les personnes contactent Perspective, elles ne décrivent pas nécessairement leurs conditions sociales, leur âge, etc. Ce que j'ai pu identifier, je dirais qu'il y a quand même une frange d'âge majoritaire qui est entre 20 ans et 40 ans. Donc je dirais une génération qui est peut-être plus sensibilisée à ces questions-là. Ensuite, c'est difficile d'établir un profil sur d'autres critères, parce que les personnes ne partagent pas toujours leurs conditions psychiques. Ceux dont elles font état, ce sont en revanche les déceptions, les discriminations, voire les maltraitances et les violences qu'elles ont rencontrées, soit à travers le système de santé mentale, donc des personnes qui ont déjà été internées en psychiatrie, par exemple, ou bien qui ont eu accès à des séances de psy à travers des CMP, des centres médico-psychologiques, des centres médicaux, ou bien qui ont eu des mauvaises expériences dans des consultations individuelles avec des psychologues ou autres professionnels de santé mentale blancs, et qui expriment le besoin de pouvoir avoir accès à des professionnels ou des associations où elles seront respectées dans leur identité raciale, mais aussi dans leur orientation sexuelle ou intime, et en fonction, pour celles qui l'expriment, de leurs conditions psychiques. Ce qui est de plus en plus visible, c'est la conscience des discriminations institutionnelles dans les demandes qui sont exprimées. Est-ce que vous, de votre côté, il y a une volonté, par exemple, à attirer, entre guillemets, plus de monde, dans le sens où, là, tu me disais, ce sont des personnes qui peut-être gravitent déjà autour de milieux militants, qui elles-mêmes ont déjà eu l'expérience avec le monde des soins psychiatriques, des hôpitaux psychiatriques, etc. Donc ça, c'est des personnes qui sont déjà dans le savoir de ce qui ne va pas, de savoir qu'elles ont besoin d'aide, etc. On sait que malheureusement dans notre communauté, il y a énormément de réticence à parler de troubles psychiques, de problèmes psychiques, même les personnes qui elles-mêmes en souffrent, qui peuvent être dans le déni. Est-ce qu'il y a dans votre collectif peut-être une volonté d'aller vers ces personnes-là, et accessoirement, est-ce que tu aurais un élément de réponse au pourquoi il y a aussi ces réticences dans nos communautés, et voilà, est-ce que vous, c'est quelque chose au sein du collectif pour lequel vous travaillez aussi? Oui, merci pour ces questions. À la fois sur la question de qui a véritablement accès à cette information, évidemment, c'est un enjeu de pouvoir développer et ouvrir à différents cercles.
même si les milieux militants ne sont pas privilégiés et épargnés par ces questions-là. Sinon, l'idée, c'est d'ouvrir que ces informations-là puissent être accessibles à beaucoup plus de personnes. Bien sûr, c'est un travail de longue haleine et qui a besoin d'être, je dirais, fait en coordination avec d'autres organisations, d'autres associations, notamment des associations de terrain, locales, ou qui font déjà du travail avec différents types de populations noires. Ensuite, pour la question qui concerne la réticence à l'intérieur et à l'extérieur des communautés, accepter que les femmes noires puissent souffrir de troubles psychiques. Merci pour cette question. La réponse est, je dirais, complexe et riche. Il y a bien sûr les discriminations, les oppressions systémiques que l'on va rencontrer, subir dans le contexte, alors je dirais même avant même de naître, puisque ce sont déjà les discriminations que vont rencontrer nos mères pour nous mettre au monde dans leur prise en charge. Mais ensuite, les discriminations dans le cadre scolaire, l'orientation, plutôt la désorientation scolaire, dans le monde du travail. C'est lié à la racialisation et à la question du genre dans le travail, difficulté d'accès à l'emploi, mais dans l'emploi. Beaucoup de femmes noires sont dans des travaux précaires ou des travaux liés aux soins, au care, mais qui les mettent en danger aussi dans leur santé physique et psychique. Les discriminations que l'on va rencontrer dans l'emploi, je dirais, quelles que soient les classes sociales. Et puis les différentes discriminations sociales, administratives, selon nos statuts. C'est important de dire qu'on est des femmes noires, on est un groupe social qui se retrouve dans beaucoup de discriminations, mais qui est hétérogène. En tout cas, en France, il y a des femmes noires qui ont des papiers, d'autres qui n'en ont pas, qui ont traversé différentes tragédies communautaires et personnelles. Les discriminations que l'on va pouvoir rencontrer également face aux institutions médicales, de santé mentale, où nos douleurs historiquement ont été niées, sous-estimées, on était même utilisés comme des cobayes. Les violences, y compris policières, c'est vrai qu'elles sont plutôt polarisées vers les hommes noirs et les hommes arabes, roms, non blancs en général, mais les femmes noires peuvent en être victimes aussi, comme par exemple des femmes qui sont sans papier, exilées, qui peuvent être expulsées de leur logement de manière violente, fragilisées dans leurs conditions sociales et psychologiques, les femmes noires qui sont à risque d'être internées ou incarcérées, notamment en lien avec des violences patriarcales subies, parce qu'il y a un lien entre les violences patriarcales auxquelles on est confronté, en extra ou extra-communautaire, et le risque d'être interné en psychiatrie, puisqu'il est courant que les hommes violents, afin d'échapper à la justice, de diminuer les actes dont ils sont responsables, essaient d'incriminer les femmes en supposant que c'est en raison de troubles psychiques réels ou imaginer qu'elles se plaignent de violence. Mais c'est également vrai dans le contexte de la carcéralité, où parmi les femmes qui sont incarcérées, il y a un nombre important de femmes qui ont subi des violences patriarcales. On manque de données en France, il y en a en Angleterre, je pense que le chiffre est d'environ 40%. Voilà, mais c'est important de penser ça. Donc il y a ces violences systémiques qui font qu'en tant que femmes noires, dans le respect de nos différences identitaires et sociales, on est plutôt les victimes de discrimination et des proies de différentes violences sociales et systémiques. Et puis en intracommunautaire, je dirais que ce sont les réticences, elles sont multiples. Il y a évidemment les réticences qui peuvent être d'ordre culturel, historique, culturelle, religieuse, mais également la manière dont les traumatismes subis par les familles, les traumatismes intergénérationnels, se répercutent dans la structure familiale. On sait par différentes études scientifiques et sociales qui ont été menées
qu'il y a des répercussions des violences historiques qui ont été vécues, donc de l'esclavage, de la colonisation sur les communautés noires, mais également de la perpétuation du racisme systémique, et particulièrement pour les personnes noires qui vivent en Europe, de l'exil, des différentes formes d'exil, voire de guerre, selon les pays dont on est d'origine, qu'on a pu traverser ou être suivi. Il y a des répercussions intergénérationnelles, c'est-à-dire y compris sur les générations qui ne les ont pas directement vécues. Et ces répercussions-là, elles sont présentes également dans la manière dont les familles sont structurées ou déstructurées, dans la manière dont on est éduqué. Je pense aucun de nous et aucune de nous n'échappe à la répercussion et à la transmission des traumatismes intergénérationnels et communautaires et l'impact des violences systémiques auxquelles on est confronté, le rôle qui nous est attribué consciemment ou implicitement au sein de structures familiales, dans le couple, mais aussi dans différents espaces et contextes sociaux, donc de la femme qui serait forte, qui serait là pour porter les hommes, porter les générations précédentes, porter les générations futures, la manière dont on est souvent, je pense, apprécié en tant que femme noire, c'est quelque part, alors si on détourne le concept freudien entre la maman, la putain, la mère et la sœur courage, souvent lorsque je trouve que les femmes noires sont considérées, c'est lorsque c'est associé à un sacrifice ou un engagement lié aux hommes noirs. Et quand bien même certaines femmes puissent considérer qu'il ne s'agisse pas d'un sacrifice, je pense par exemple aux sœurs de victimes de violences policières, c'est de cette manière-là qu'on est a priori apprécié, mais souvent utilisé comme faire valoir, et là aussi où voilà, on est vu comme des êtres peut-être de combat, mais pas de souffrance. Nos vulnérabilités ne sont pas vues et entendues. Implicitement, ce qui est demandé aux femmes noires, c'est une résignation, voire une abnégation en faveur des hommes noirs, dans la compréhension des violences systémiques auxquelles ils sont davantage exposés ou vulnérables. C'est un tabou dans la société en général, mais dans nos communautés. Je pense qu'on manque encore de compréhension et de lutte sur ces questions-là. Alors que les violences sont dominantes. Donc plus précisément, revenons-en au soutien psychologique ou psychiatrique que pourraient rechercher ces dites femmes noires. Est-ce que, selon toi, selon ce que tu as pu observer ou vivre, quels seraient les principaux obstacles qui s'opposent aux femmes noires lorsqu'elles cherchent un soutien psychologique ou psychiatrique? Pour les femmes noires, pour nous, femmes noires, les freins pour accéder à un soutien psychologique et ou psychiatrique sont très nombreux. Il y a des freins alors qui peuvent être liés à des préjugés culturels, historiques. Parce que quand on dit culturel, il y a toujours l'idée que c'est dans la culture, certaines cultures africaines, qu'on a certaines idées, certains préjugés, mais la notion même de culture, il n'y a pas une culture pure, entre guillemets. La culture, elle a été influencée par l'histoire. Et dans l'histoire, les colons, enfin les médecins, les psychologues étaient principalement blancs. Donc c'est normal que ce soit resté aussi dans l'imaginaire collectif. Et puis en tant que noirs, pendant l'esclavage et pendant la colonisation française, mais aussi anglaise, on a servi de cobaye, notamment pour les études psychologiques. Donc c'est partie quand même des choses qui sont dans l'inconscient, la peur du médical ou du paramédical. Donc il y a ces freins historiques, culturels, religieux. On vit dans une société qui est islamophobe, qui en général a une réticence vis-à-vis des religions. Donc je pense que c'est très difficile de penser qu'on va pouvoir être compris dans ces identités, dans ces croyances. Il y a la psychophobie qui est un phénomène qui touche toutes les communautés. On est peu informé sur les questions qui touchent à la santé mentale. Ensuite, les freins, ils sont d'ordre financier. Pour pouvoir accéder à des soins en santé mentale pris en charge, donc gratuits, cela signifie de passer par un CMP, Centre médical psychologique,
des centres médicaux qui proposent du soutien psychologique. Or, ils sont généralement engorgés. Il y a des listes d'attente qui sont dans le meilleur des cas de 3 mois. Et puis, bon, pour pouvoir accéder à un professionnel de santé mentale qu'on a choisi, cela signifie plus de moyens financiers et les populations noires et les femmes noires sont majoritairement dans des couches populaires ou un peu plus, mais n'ont pas la possibilité majoritairement pas la possibilité d'investir au préécoutant dans des séances de psychologue. C'est important de le dire parce qu'on subit beaucoup de préjugés, y compris en intracommunautaire, y compris parfois venant de professionnels de santé mentale, qui pensent que finalement c'est une simple question de priorité. Si on dépensait moins d'argent dans tel ou tel domaine, on pourrait payer un psychologue. C'est peut-être vrai pour certaines personnes, selon les catégories sociales, mais ce n'est pas du tout la même chose de payer une fois un gynécologue ou être remboursé en général intégralement que d'aller consulter de manière hebdomadaire une psychologue. Et puis aussi, il y a on parle de déserts médicaux en France, mais il y a aussi des formes de déserts de santé mentale selon où on vit en France. Pouvoir accéder à un CMP ou à différentes offres de soutien psychologique, c'est extrêmement difficile. Beaucoup de femmes noires ont eu des expériences mauvaises, discriminantes et violentes psychologiquement. Et il y a un manque de formation. Il n'y a pas de formation en France de cursus actuellement qui forme les professionnels de santé mentale aux traumatismes liés au racisme et aux autres formes d'oppression liées au genre, aux sexualités par exemple, et qui prennent véritablement en charge de manière plurielle toutes les questions qui peuvent concerner les femmes noires, donc liées à notre assignation raciale, notre genre, à nos cultures, à nos religions, à nos vécus qui peuvent être liés à l'exil dans différentes conditions. Il y a toutes les discriminations systémiques qu'on va rencontrer dans la société. Malheureusement aussi en France, il y a une approche qui est très scolaire, qui est très, je dirais, pauvre en termes de réflexion par rapport à ce qui peut exister dans notre pays. Et de manière générale, il y a un manque d'intérêt vers aussi le questionnement des diagnostics en santé mentale qui aussi sont extrêmement biaisés avec des préjugés racistes importants. Les femmes noires sont plus à risque d'être diagnostiquées comme souffrant de bipolarité, qu'elles le soient ou non, d'être mal diagnostiquées dans leur dépression, que leur dépression, que nos troubles suicidaires soient non perçus, soit non considérés. C'est quelque chose qui arrive souvent. J'ai pu l'entendre en échangeant autour de moi lorsque je fais des rencontres d'information avec perspective, mais aussi de la part de professionnels de santé mentale qui vont rencontrer des patientes qui ont exposé des risques, qui ont fait part de leur suicidalité, de leur volonté de mettre fin à leur jour, de leur dépression, et ça n'a pas du tout été ça n'a pas du tout été pris au sérieux. Donc, en se basant donc, sur les derniers éléments de réponse que tu nous as apportés, est-ce que du coup, tu considérerais que la misogynie noire peut aggraver ou même développer les symptômes de maladie mentale? Effectivement, il y a des conséquences qui peuvent s'avérer dramatiques sur la santé mentale, sur nos santé mentales. Physique et mentale, c'est important de le dire, parce que des études ont démontré que les femmes noires sont plus à risque de développer des maladies qui sont souvent somatiques, des maladies physiques somatiques, et qui ne sont souvent pas interprétées comme des conséquences des traumatismes, de la charge psychologique que l'on peut vivre. Je pense par exemple à Erica Garner, qui était la fille de Eric Garner, un homme noir qui a été tué par la police en 2015 aux États-Unis. Lorsqu'elle est décédée, ce qui était majoritairement relié comme information, c'était qu'elle était morte d'un cœur brisé. Alors, c'est une notion souvent un peu de romantisation et de déni des souffrances que peuvent subir les femmes noires, mais c'est assez symptomatique justement
de la manière dont les souffrances multiples qu'on va rencontrer vont ensuite s'incarner dans le corps et dans la psyché. On est plus à risque de souffrir de troubles anxieux, de troubles dépressifs, de stress post-traumatique. Alors, aux États-Unis, depuis plusieurs années et en 2006, différents chercheurs en psychologie ont fait émerger le terme de trauma racial, racial trauma en anglais, qui est un traumatisme qui touche les personnes qui touche les personnes noires et les personnes non blanches en répercussion des violences qu'on subit, systémiques, sociales, mais aussi individuelles, et celles auxquelles on est exposé. Parce que chez les femmes noires, la question du trauma vicarien ou trauma dit secondaire est aussi très important, c'est-à-dire que les violences que l'on va rencontrer dans nos environnements sociaux, mais aussi familiaux, notamment en répercussion des violences subies par les garçons et les hommes noirs ou les générations précédentes d'hommes et femmes, ont aussi un impact sur nos santé physiques et mentales. Souvent, donc, ces symptômes sont mal identifiés. Et parler de santé mentale et des répercussions de la misogynie noire sur nos santé mentales, c'est indissociable de la question des violences patriarcales, des violences sexistes auxquelles on est confronté, qu'on est amené à vivre, à subir tout au long de notre existence, qu'elles soient physiques, sexuelles ou psychologiques, également économiques. Elles sont violences. La violence dans la société et dans les communautés noires est plus commune que l'absence de violence. Donc il ne s'agit pas de dire que les communautés noires sont plus violentes, mais qu'il faut prendre en compte la réalité des répercussions des différentes violences systémiques, sociales, sur nos vécus de filles et de femmes noires et des violences qu'on est susceptible de subir tout au long de notre vie. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place, selon toi, pour mieux accompagner justement les femmes noires dans le traitement de leur santé mentale, dans leur parcours vers la guérison? Il y a vraiment beaucoup d'initiatives à mettre en place et de luttes à mener. C'est vrai qu'on se sent souvent acculé, voire écrasé par le système. Et c'est vrai que les solutions que l'on peut organiser niveau politique, collectif, associatif, elles seront toujours en deçà de nos besoins qui sont multiples, parce que lorsqu'on pense femme noire, parfois inconsciemment il y a un profil, un démographique que l'on mobilise en termes d'âge ou d'appartenance sociale. Or évidemment, les femmes noires en France ont des profils sociaux, culturels, des réalités extrêmement différentes, ce qui peut être mis en place, essayer de démultiplier, de créer des différents types d'accès à l'information, parce qu'il y a vraiment besoin de sensibiliser les communautés sur les besoins, sur ce que peut signifier un accompagnement social et psychologique. Il en existe plusieurs types de thérapies individuelles et ou collectives, d'essayer de créer des collaborations entre des collectifs qui ont la volonté de créer des initiatives dans ce domaine-là, et des associations qui sont des associations de santé, qui ont déjà une expérience de plusieurs années, voire de plusieurs décennies, et qui concrètement ont accès à des subventions. Donc il y a des possibilités de créer des espaces de parole, de soutien, mais également, je dirais que pour aborder ces questions de santé mentale, il faut être dans une exigence. Nos communautés, elles méritent cette exigence-là. Quand je dis exigence, il ne s'agit pas de rendre ces questions-là inaccessibles à une partie d'entre nous et d'aller dans la sophistication, mais il faut faire attention de ne pas tomber dans les pièges de l'époque, c'est-à-dire dans une époque où on parle beaucoup plus de santé mentale, d'avoir une approche qui soit seulement individuelle, avec l'influence de l'industrie du bien-être aux États-Unis, mais aussi des solutions de type développement personnel qu'on peut trouver en France. Ce sont des solutions qui peuvent paraître séduisantes et utiles peut-être pour certaines personnes. Maintenant, malheureusement, elles peuvent se révéler également dangereuses. Et donc, il y a beaucoup de personnes dans nos communautés, beaucoup de femmes noires qui se dirigent vers des
coachs en relation, des coachs en bien-être. Alors, je n'ai rien contre les coachs professionnels ou les coachs artistiques, qui peuvent être extrêmement utiles et c'est important d'en avoir dans nos communautés qui connaissent nos problématiques. Par contre, on ne coache pas sur la santé mentale. Ça, c'est un piège, c'est un miroir aux alouettes. Et malheureusement, ce sont des personnes qui vont dans un discours très attractif, d'empowerment, d'empuissancement, de l'idée qu'il faut plus, il faut tourner le dos au passé, avoir des pensées positives, apprendre par cœur les accords, vivre selon les accords Toltec et tout ira bien. Ça peut apporter des réponses, mais malheureusement, face aux violences qu'on est susceptible de connaître, face à la vulnérabilité de notre santé mentale, c'est important de dire que la santé mentale, c'est quelque chose qui évolue au travers de la vie. Pense à la nécessité de militer aussi pour un accès aux soins, évidemment prise en charge gratuitement pour tous, ça ce serait vraiment l'objectif, mais également pour toutes les victimes de violences, de toute forme de violence et de discrimination. C'est-à-dire que lorsqu'on rencontre des discriminations, que ce soit dans le cadre du travail, dans le cadre d'institutions médicales, dans le cadre des études, ou évidemment liées à l'institution policière, je pense qu'il faudrait que la loi oblige, enfin que la loi implique que lorsqu'on est victime de violence et que l'on a qu'il y ait une reconnaissance juridique pleine ou non, qu'on puisse automatiquement avoir accès à des soignants en santé mentale de notre choix. Voilà, ça fait partie des luttes à mener, mais véritablement travailler vers le savoir-faire. Parce que je pense que si on était une assemblée de femmes noires et qu'on interrogeait qui parmi nous a vécu ou subi des violences, qui parmi nous a vécu ou subi des violences ou ont été témoins ou a dans son entourage des personnes souffrant de troubles psychiques, je pense que la majorité des personnes lèveraient la main. En revanche, si on s'interrogeait sur qui parmi nous serait capable de savoir quel type d'accompagnement psychologique et social on peut mettre en place, de quelle manière on peut apporter un soutien individuel et collectif, je pense que très peu d'entre nous seraient capables d'apporter une réponse. Ouais. Et il ne s'agit pas de désigner une personne qui serait plus savante que d'autres, mais de prendre conscience de ça dans les initiatives associatives, militantes, politiques que l'on veut mettre en place. Notre capacité à pouvoir se mobiliser pour véritablement aider nos communautés. Il faut adresser la question de manière structurelle. De quelle manière nous-mêmes nous fonctionnons qui contribue à perpétuer l'aggravation de nos santé mentales et des violences auxquelles on est exposé. Oui, merci beaucoup d'avoir pris le temps, Camélie. Je réitère, tu es donc cofondatrice du collectif Perspective. On vous mettra des liens sur Instagram si vous ne connaissiez pas le collectif, que vous puissiez aller les rencontrer. Et voilà, merci. Bonjour Akouvi, tu nous rejoins donc sur cet épisode dont la thématique est les conséquences de la misogynie noire pour la santé mentale. Pourrais-tu, s'il te plaît, te présenter brièvement auprès de nos auditeurs, s'il te plaît? Alors, bonjour Roselyne, je suis psychologue clinicienne, diplômée depuis 2 ans. Et de par mon désir, mes intérêts de stage, je me suis tournée vers ce que j'appellerais un peu vulgairement la psychologie des marges. D'accord. Au début, je me suis intéressée à la question de la sans-domiciliation, des sans-domicile fixe, parce que c'était quelque chose qui me frappait beaucoup, du fait que c'était des personnes qui étaient présentes, en fait, qui étaient très présentes et visibles, et pourtant dont le corps et la parole n'avaient pas d'importance dans notre société. Ouais. Si ça fait écho en moi, c'est sûrement aussi par rapport à ma position de femme noire. Je pense que ce qui a
tu as touché, si tu l'as abordé déjà un petit peu, mais est-ce que tu penses qu'il y a des particularités à être une psy noire? Tu disais donc tu es une femme noire, et donc tu es psychologue clinicienne et tu es noire. Est-ce qu'il y a des particularités à ça, soit dans la perception que les autres ont de toi ou dans ta pratique psychanalytique donc? Oui, par exemple, on m'a aussi conseillé, enfin justement, on m'a conseillé d'aller vers l'ethnopsychiatrie parce que c'est comme si c'était ah bah oui, là c'est la psychologie des personnes non blanches. C'est l'orientation que les personnes non blanches devraient prendre en fait, parce qu'on parle des cultures autres, parce que il y a une certaine critique d'une vision universaliste de la psychologie qui prend pas en compte forcément qui prend pas en compte certaines choses du vécu des personnes issues de l'immigration postcoloniale ou issues de l'esclavage, quoi. Dans mon expérience avec la psychologie, même en tant que patiente, par contre, peut-être en tant que patiente, c'est peut-être là où j'ai vécu de manière le plus violente dans mes études et dans ma formation continue, parce que quand on est psychologue, on est en formation continue, on est toujours en train de travailler sur son objet de lire des livres, des articles, l'état de la recherche, de réfléchir avec d'autres psychologues ou psychiatres, même d'autres champs des sciences humaines. J'ai vu que pendant que je déconstruisais aussi toute cette question de l'assignation raciale pour me rapproprier aussi quelque chose de cette assignation, et de percevoir autrement le fait d'être noir et de le prendre comme quelque chose qui m'appartient et qui n'est plus juste une assignation et une projection des autres. Mm-hmm. C'est sûr que ces choses-là, j'ai pas pu les travailler au sein de mes premières analyses avec des psychanalystes, ou en fait qui étaient pris dans leur universalisme blanc. Je dirais que du coup l'universalisme et la blanchité est un point aveugle sur certaines questions, puisqu'ils ne peuvent pas comprendre les oppressions que des personnes non blanches vivent. S'ils n'arrivent pas à se décentrer justement et être à l'écoute de ce que dit l'autre, de sa singularité. Parce que les psychanalystes aiment bien dire oui, ce qui compte c'est la singularité, on s'en fout de la couleur. Mais en fait, les oppressions systémiques ont un impact sur notre singularité, sur notre façon de pouvoir vivre en fait. Vivre, ouais, effectivement, ouais. Et du coup, c'était quelque chose qui n'était pas entendu. C'était toujours, et du coup, comme beaucoup de femmes noires, comme beaucoup de personnes noires, enfin. Que ce soit dans l'espace de la psychothérapie ou à l'extérieur, ce qu'on peut dire de des micro-agressions, des oppressions qu'on vit, est toujours perçu comme on exagère et comme quelque chose de l'ordre du sensitif, qui toucherait à quelque chose d'un peu parano, en fait. Ouais. On a mal interprété les choses, etc. Alors que finalement, la psychothérapie, c'est censé être l'endroit où justement on déploie sa parole et où c'est sa parole qui compte et pas celle de l'analyse, pas sa pensée, etc. Comme par hasard, dès qu'il s'agissait des questions particulières qui touchent à la race ou au genre ou aux violences sexistes, là, il y avait on voyait qu'il y a quelque chose qui ne pouvait plus être entendu, quoi. Pour moi, c'est des espèces d'aveuglements qui sont dus à de comment on se situe dans le monde, en fait. Voilà. Donc là, un jour, j'avais amené quelque chose où j'avais dit que j'étais la blanche de ma famille. Justement, c'est un terme, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. C'est des choses que d'autres personnes noires ressentent, en fait. Ouais. Et je l'avais amené là pour pouvoir y réfléchir. Et mon psychanalyste, ça l'a fait rire. Parce qu'il voyait juste quelque chose de oh là là, les couleurs, etc. Alors qu'en fait, on peut déplier aussi qu'est-ce que ça veut dire qu'être la blanche de sa famille par rapport au fait d'avoir fait des études. Et du coup, d'avoir changé de catégorie sociale et d'être finalement, et d'être éloigné peut-être d'un milieu communautaire et d'être beaucoup plus avec des personnes non noires, vraiment blanches, etc. Et que du coup, il y avait et puis, qu'est-ce que ça veut dire aussi dans ce que je ressens du regard que ma famille a porté sur moi, en fait, de toutes ces choses-là. Et c'est pas des choses que j'ai pu déplier parce que la personne s'est arrêtée au fait que j'utilise blanc ou noir, en fait. Et que du coup, il trouvait ça absurde. Et je trouvais ça grave. Et que c'est de la violence que beaucoup de personnes noires peuvent vivre en faisant des thérapies. C'est-à-dire qu'on dit que ce qui compte, c'est ce que dit le sujet, dit la personne. Et pourtant, cette chose-là est déniée quand il s'agit de sujets qui touchent à l'ordre du politique. Ce tabou
ce tabou du racisme, le grand tabou de la France, le racisme enfin oui, toutes ces questions qui vont toucher aux communautés, au communautarisme, à la couleur de peau, l'ethnie, etc. On refoule, il y a un grand refoulement, quoi. Oui. Même, ouais, je sais pas, il y a un truc où c'est même pas du refoulement, c'est du déni, parce qu'en fait, les gens, ils sont quand même, bon, ces psychanalystes, par exemple, ils étaient capables de dire black en séance, donc quelque chose qui fait violence. Ouais. On dit, bah, en fait, pour des personnes qui chérissent la langue et le langage, passer par cet anglicisme et que ce soit pas analysé par eux, ouais. ça, du coup, le refoulement, c'est quelque chose qui serait pas là, alors que c'est présent, en fait, tout le temps. Je dis le mot black, ça veut dire quelque chose de la façon dont la France envisage le racisme, comme si c'est quelque chose qui serait d'ailleurs, des États-Unis, quelque chose qui n'existerait plus, alors quand on utilise le mot black, on sent bien qu'il y a un malaise à dire le mot noir. Ouais. J'ai déjà questionné des psys sur des personnes, mais qui étaient psys. Et ils se sentaient agressés par ce questionnement. Et ils ont dit, bah ouais, parce que c'était tabou dans les années 80 de dire le mot noir. C'est intéressant, par exemple, ça. Mais ce n'est pas repris, en fait. C'est pas pensé. Ouais, il se pose pas, il se pose pas de questions, effectivement, là où il faudrait, surtout dans ce métier-là, dans ce corps de métier, c'est là qu'on se pose des questions, justement, on analyse. C'est ça. Et donc, cette impossibilité de penser ça, je pense que c'est quelque chose qui est violent pour les personnes noires, pour moi en tant que psychologue noire. Et voilà, c'est peut-être que la violence que j'ai pu vivre en tant que femme noire psychologue, elle est là. Elle est dans le fait que moi, je trouve ça génial. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est réfléchir, penser sur toutes ces choses-là, mais que ce n'était pas quelque chose qui, dans l'espace, dans le monde psy, c'était des choses qui étaient difficilement pensées. Donc, D'accord. Et l'année dernière, tu as signé une tribune dans Libération appelant à une pratique décoloniale de la psychanalyse. Concrètement et au quotidien, comment donc la psychanalyse, à défaut d'un autre terme, pourrait se montrer décoloniale? Alors, je ne sais pas si la psychanalyse en soi peut devenir décoloniale, mais je pense que c'est des questions de posture éthique des psychanalystes ou des psychologues en général, de se nourrir aussi d'autres champs de recherche que leur objet de travail, qui est et leur théorie, etc. Et de ce qui se passe, de ce qu'ils ont l'impression qu'il se passe dans une relation thérapeutique d'un psychologue à son patient, et de se nourrir en fait de tout ce qui existe en ce moment, de toutes les critiques épistémologiques qui apportent la pensée, les courants décoloniaux, postcoloniaux. Et voilà, par rapport à ce que je te disais, pour moi, comment la psychanalyse pourrait se montrer décoloniale, ce serait par le décentrement des thérapeutes et de réfléchir à leur concept. Et revenons-en donc revenons-en aux patients, aux patientes, et précisément les patients racisés, plus particulièrement les femmes noires. Tu parlais à l'instant de comment effectivement le vécu, l'individualisme, bien que nous appartenions à une communauté, à un groupe social, etc., on reste des individus avec des expériences individuelles, mais la catégorie femme noire, disons, selon toi, ce que tu as pu observer, quels sont les mots qui nous affectent le plus et pourquoi, selon toi, si tu as une réponse à ça, mais principalement, oui, qu'est-ce que tu as pu observer, qui sont les raisons pour lesquelles majoritairement les femmes noires viendraient te voir ou viendraient ou consulteraient, quoi. Voilà. Déjà, j'aimerais réfléchir à la première partie de ta question avec toi. Alors, parce que je réfléchis à tout ça, ce concept d'individu, en fait. Le concept d'individu, c'est quand même quelque chose de très occidental, quoi. Et donc, du coup, moi, je parlerais plus en tant que psychologue de sujet et de subjectivité que d'individu et d'individualité.
même si moi j'ai utilisé ces mots aussi, mais du coup, ces concepts-là, ils sont très occidentalo-centrés finalement, puisque c'est la personne avant le groupe. Enfin, l'individu, c'est un peu ça. Oui. Alors que peut-être qu'on vient de mondes, nos familles, nos parents, les personnes exilées viennent de mondes où c'est pas l'individu qui prime sur le collectif, mais que l'existence collective prime sur l'individu. Enfin, je dis ça un peu schématiquement, je veux pas... Voilà. Oui. Et, et donc, du coup... pareil, les femmes noires, c'est compliqué pour moi de répondre à cette question parce que pour moi, chaque femme noire est différente et oui, on a des vécus communs, des enjeux par rapport aux enjeux culturels, par rapport aux oppressions systémiques, par rapport aux souffrances, qui ont leur origine, qui prennent l'origine dans le champ social et politique. Donc moi, parce que en fait, ce que je rencontre, c'est justement des personnes qui ont traversé la Méditerranée, qui ont traversé l'Afrique, qui ont vécu des situations assez horribles, des tentatives de déshumanisation, de l'essentialisation, beaucoup de traumas. Et en fait, voilà, par rapport au sujet initial dont tu parlais, la misogynie noire, je pense que ce qui est commun, c'est la question de l'essentialisation, en fait, justement, de plus être une subjectivité, mais d'être essentialisé à une condition, d'être noire et femme, mais cette condition noire et femme, elle est vue sous un prisme négatif, en fait. Être une femme noire, en tout cas dans le contexte occidental, ce n'est pas vu comme quelque chose... il y a un truc de valoriser, et c'est pas être femme tout à fait, et être un individu, un être humain tout à fait, en fait. Parce qu'il y a toujours ces questions d'essentialisation. Donc, voilà. Et moi, ce que je vois, le vécu commun des femmes noires que j'accompagne, c'est aussi cette maltraitance institutionnelle, quoi, du fait justement d'être considérées comme des individus et dans un environnement où, en fait, on ne peut pas comprendre toute la complexité de ces personnes-là, en fait. Et que dans les institutions qui ont été créées par des personnes blanches pour les personnes blanches, des institutions qui nous attendent pas, en fait, que ce soit l'école ou l'université ou les centres d'hébergement, elles ont été créées par des personnes blanches, qui, même si, voilà. Et du coup, c'est cette violence institutionnelle où en fait, être soi dans cet espace occidental est perçu comme négatif. C'est parce que, historiquement, en fait, la complexité de nos humanités ont été instrumentalisées, essentialisées pour nous enlever de l'humanité. Tout ce qui considérait nos particularités, notre singularité, nos singularités communautaires aussi, on est dit comme étant du côté du non-humain, en fait. Donc, ce que je vois, c'est que en fait, ce qui est commun, c'est des femmes qui sont silenciées dans leur vécu, dans leur trauma, et qui essayent de survivre à ça et de trouver un espace juste pour être et être considérées dans leur sensibilité, etc. Et oui, il y a voilà, et ça se traduit par plusieurs choses. Moi, la souffrance psychique, elle est jamais pure, elle est aussi liée à de la souffrance corporelle, parce qu'il y a eu des violences. Et donc, ce que je vois aussi chez beaucoup de femmes noires, c'est que cette souffrance psychique, la dépression, elle se situe au niveau du corps, le mal de tête, le mal de ventre, et c'est pas au niveau des idées, c'est au niveau du corps. Peut-être qu'on peut réfléchir aussi à ce que ça veut dire historiquement que ce soit... c'est normal que ça s'exprime sur le corps, mais que voilà, parfois les femmes n'arrivent pas à dépasser ces dimensions corporelles, de dire j'ai mal. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi par rapport à ces tentatives de déshumanisation qu'on a connues, historiquement construites, ou aussi par rapport aux violences très situées de ces femmes-là, que ce soit les violences de genre aussi. Oui. Complètement. Donc, j'aurais du mal à parler au nom de toutes les femmes noires parce qu'en plus, c'est important cette question que tu poses. Je ne veux pas du tout dénier cette question, mais tu vois,
je trouve que même quand on dit les femmes noires, pour moi, j'entends quand même la femme noire. Parce que, parce que ce n'est pas suffisant de dire les femmes noires. Et parce que aussi, il ne faut pas oublier les femmes noires transgenres aussi, par exemple. Ou les personnes qui ne se considèrent pas comme femmes, mais qui ont été assignées femmes à la naissance. Donc, et qui finalement, elles ont toutes des particularités. Je pense que les femmes noires que je rencontre, qui sont en situation d'exil, qui sont extrêmement précarisées, qui n'ont pas de papiers, qui n'ont pas de droits, c'est très différent des femmes noires en France qui ont des papiers, etc. Et que voilà, on est traversé par pas mal d'assignations, pas mal d'oppressions. Enfin, il y a des enjeux du terrorisme, il y a les enjeux de la classe. On n'est pas tous de la même classe sociale. Il y a les enjeux d'orientation sexuelle. Il y a plein d'enjeux différents. Et donc, voilà, si je parlais de la question de ce que je te disais, la somatisation, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans la clinique, dans le travail avec les personnes racisées, notamment la question des femmes noires. Parce que, voilà, parce qu'il n'y a pas d'espace pour pouvoir dire ce qu'on est et les souffrances dans laquelle qu'on a vécues. Par exemple, la question de la demande d'asile, justement, je trouve que c'est quelque chose, voilà, la question des oppressions systémiques, de la maltraitance institutionnelle, là, on est au cœur. C'est-à-dire qu'en fait, on doit prouver son humanité, on doit prouver le droit de pouvoir exister dans un endroit, en fait. Dans un endroit, en fait. Et c'est pas juste le fait d'être un être humain qui prime, et le fait d'avoir besoin de protection qui prime. Et on doit prouver encore ce qu'on a vécu. Et donc, il y a quelque chose d'une déshumanisation dans cette demande d'aide aussi. Donc, je pense que le fait que la parole des femmes noires ne suffise pas à être pleinement reconnue dans leur humanité, je pense que peut-être c'est de ça dont globalement souffrent les femmes noires et les personnes noires et les personnes racisées en général, en fait. Si je puis dire, quel conseil tu pourrais donner à ces personnes qui en souffrance psychique et qui ont besoin d'aide, s'il y a conseil à donner, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes qui souhaiteraient, qui tentent de survivre et qui veulent survivre? À cette essentialisation, cette déshumanisation. En fait, moi, je réfléchis à moi en tant que personne et professionnelle. Moi, ce qui m'a aidée, c'est que, oui, pour moi, l'université, ça a été maltraitant. Ce n'était pas le lieu où j'ai été considérée pleinement. Les thérapies que j'ai pu faire jusqu'ici avec des personnes blanches pareilles. Et ce qui m'a aidée, c'est de faire communauté, en fait, de rencontrer d'autres psychologues noirs, de créer un collectif de psychologues noirs, d'avoir des espaces même ce que je disais, des intervisions, j'ai une intervision aussi avec des personnes blanches, mais d'avoir des espaces de pensée, des espaces où en fait on n'a pas besoin de se justifier de qui on est en fait, et où les souffrances qu'on vit ne sont pas déniées, et ces lieux-là peuvent se trouver dans plein d'endroits. C'est pas forcément la famille non plus. La famille peut être un lieu aussi de grande souffrance. Donc, ça peut être dans la famille pour certains, avec toutes les limites que ça peut impliquer, parce que voilà, c'est la famille. Et voilà, moi, je pense vraiment à l'auto-organisation, que ce soit politique ou pas, le fait d'ouvrir des espaces de parole. En fait, voilà, ce que je conseille aux femmes noires, c'est d'ouvrir des espaces de parole, de trouver des lieux où on se sent bien, où on n'est ni objet d'exotisation, d'essentialisation, on n'est pas dénié dans notre vécu, que ce soit même sur les questions de ce que devrait être une bonne femme noire. Enfin, je veux dire, s'autoriser à être soi et assumer sa pensée, et voilà, essayer de trouver des endroits où en fait ce qu'on est pleinement respecté. Tu aurais peut-être des tips, des adresses, je sais pas, des collectifs, des associations, ce genre de choses qui apportent un support, même si, aussi simple que des groupes de parole, justement, des espaces pour les femmes noires ou pour les personnes racisées, où elles peuvent venir et avoir un moment de parole où elles peuvent être entendues. Est-ce que tu aurais des... Alors,
tout est encore à faire en fait. Ces espaces à créer. Je sais que moi aussi essaie de créer des groupes d'échange. Je sais qu'avec mon collectif, on essaie de penser aussi à quel espace on peut ouvrir pour les communautés noires et notamment les femmes noires. Et je sais que le collectif Perspective aussi, donc tout est à créer. Mais en fait, même un groupe de lecture, en fait, créer. En fait, moi, je pense vraiment dans ce que je disais, c'est aussi la question de la création et de la créativité de soi, en fait. Donc, du coup, par exemple, pourquoi pas. Tu vois, moi, j'ai rejoint une chorale afroféministe, par exemple. Donc, je pense que s'autoriser à la créativité, que ce soit par... Enfin, il y a plein de supports. Je pense que les femmes qui sont en souffrance, le fait qu'elles puissent... il est primordial que des femmes noires en souffrance puissent accéder à des espaces de soins, puissent pouvoir rencontrer des psychologues qui prennent en compte la particularité de leur vécu et des assignations identitaires auxquelles elles font face. Et voilà, et être bien accueillie et dans une position éthique où, avec une considération de la réalité du racisme, tu vois, notamment. Donc voilà, donc déjà, il y a des choses à faire dans le champ de la santé mentale, le champ institutionnel, mais aussi des espaces qui sont justement, qui peuvent se déprendre de ça, qui soient à côté, en fait. Là, tout de suite, j'ai pas... Mais ces choses-là sont en train de se créer, je le vois partout, je le vois. En fait, je le vois... que ce soit des chorales, que ce soit des cours de théâtre en non-mixité. Voilà. Après, sur la question de la santé mentale et des soins, oui, il y a vraiment... c'est encore à construire aussi, c'est en train de se construire. Et donc là, moi, je fais partie du collectif Psy Noir, on essaye de réfléchir à tous ces enjeux-là. Et voilà, je sais que le collectif Perspective aussi, je sais que moi aussi, et que voilà, tout ça, il faut que... ces espaces existent et c'est important et ils sont en train de se développer. Donc voilà, et cet espace, il peut être à la fois réel et virtuel, matérialisé par des médiums comme le podcast, comme la chanson, comme le théâtre, comme le stand-up. Enfin voilà, peut-être pas celui qui est mainstream, etc. Mais voilà. Je veux préciser aussi que pour moi, tout acte de parole est créatif, tu vois, de dire je, de parler en son nom. Donc, au sens large, bien sûr. Au sens très large. Oui. Et il ne s'agit pas juste de l'art en tant que tel. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est aussi ne pas être dans des relations essayer de s'éloigner des relations qui ne font pas du bien, où on ressent de la honte, ou de la culpabilisation. Et voilà, vraiment essayer dans des endroits où on nous respecte dans notre humanité, en fait. En tout cas, moi, je te remercie énormément, Akouvi, donc d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions, d'avoir apporté toute ton expertise. Et comme je disais, comme j'allais dire plutôt, je pense qu'on essaiera de mettre des liens sur Instagram pour apporter plus pour les personnes qui voudraient approfondir les sujets qu'on a abordés. Et encore une fois, merci beaucoup pour cette intervention. Merci d'avoir rendu cet échange possible, de m'avoir donné la parole. Je trouve ça très important de donner, on se donne la parole en tant que personne noire. Et tout à fait, l'objectif de ce podcast est presque la définition de Biningawak, qui est femme écoutée, mais femme écouter les autres femmes. Voilà. Merci beaucoup encore et à bientôt peut-être. Oui, à bientôt, au plaisir. Et puis oui, c'est un échange qui commence et qui va continuer. Tout à fait. À bientôt. Kizou Studio est un studio de production militant et bénévole. Vous pouvez proposer vos idées de podcast ou nous soutenir en faisant un don sur kizoustudio.org.